La suite de cette soirée spéciale sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, on a changé de studio pour accueillir tous nos invités ce soir autour de cette question. Quelle réponse face à la violence des jeunes avec nous, autour de moi ce soir? Des psys, des profs, j'essaie de regarder tout le monde, des psys, des profs, je ne peux pas me tromper, des éducateurs, d'anciennes ministres de l'Éducation nationale avec nous également. Merci à vous d'être là. Des policiers, des maires. On a essayé de réunir des acteurs vraiment qui sont en contact avec les jeunes en permanence avec nous. On a voulu monter cette soirée évidemment après le drame de Nogent, la mort de Mélanie. On en a parlé, cette surveillante tuée par un collégien de 14 ans. Je précise que dans un instant, Stéphane Voirin va nous rejoindre. Stéphane était le compagnon d'Agnès Lassalle. Vous allez sans doute vous souvenir de cette image-là. Cette enseignante, sa compagne, avait été tuée par un de ses anciens élèves, dans son lycée de Saint-Jean-de-Luz il y a 2 ans. Il sera avec nous, Stéphane Voirin, pour témoigner. On l'avait tous découvert dansant au moment des obsèques d'Agnès Lassalle. Il sera notre invité tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord m'adresser donc à celles et ceux autour de nous ce soir qui ont tous les jours face à eux des adolescents et revenir à ce qui s'est passé à Nogent parce qu'on est forcément sidéré par les gestes dont on parle, par cette violence, sidéré aussi quand on entend par exemple que ce meurtrier présumé de 14 ans n'a présenté ni regret ni compassion en garde à vue, qu'il a été très détaché par rapport à la gravité des faits. Je voudrais peut-être m'adresser à vous, Maxime Pat. Bonsoir, vous êtes professeur en lycée. Comment est-ce que vous accueillez notamment les procureurs, les mots que le procureur a eus quand il dit « il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de regret, il y a un détachement ». Comment vous, prof, vous accueillez ces mots-là? C'est particulièrement violent. Déjà, l'acte en lui-même, il nous a beaucoup choqués, il nous a complètement ébranlés. Et en plus, quand on entend derrière, le discours quelque part de ce jeune, c'est l'incompréhension. Quand on est au quotidien avec des jeunes, on essaye de leur apprendre plein de choses, on partage plein de choses avec eux. Et quand on entend ça, c'est particulièrement choquant. Vous voyez, mardi, j'étais très démuni, très dépité après ce qui s'est passé. Ouais. Et puis, je suis retourné en cours le lendemain, encore aujourd'hui. Et en fait, ça fait du bien d'être avec les jeunes, honnêtement, parce qu'on discute beaucoup avec eux et voilà, on arrive à passer à autre chose, même si c'est toujours là. Mais pour rentrer dans l'intimité de la classe, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves après un drame comme celui-là? Après, il y a toutes les réactions. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés, il y en a qui ont besoin de comprendre. Donc, on doit répondre à toutes ces attentes-là qui sont multiples. Et nous, on essaye de faire de notre mieux, humainement parlant. Voilà, le plus à même, là, c'est l'humain qui parle derrière. Bien sûr, il y a le prof, on doit avoir la stature, on doit rassurer. Quand nous-mêmes, on ne l'est pas toujours, ce n'est pas évident. Mais voilà, on essaye. Moi, je ne perds pas foi en mon métier. Au contraire, j'ai toujours envie d'y aller, mine de rien. Et voilà. Johanna Rosenblum est avec nous. Bonsoir Johanna, notre consultante, votre psychologue clinicienne. On est tous, je disais sidérés, mais par le détachement, parce que ce sont les mots qui ont été employés par le procureur, le détachement que peut avoir un adolescent de 14 ans après un acte comme celui-là. À 14 ans, on est conscient de ce qu'on a fait et des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et vous avez raison de le souligner, Maxime, parce qu'on est même plus surpris par la violence. La violence, on sait qu'elle a des causes biologiques, elle a des causes sociales aussi. Finalement, on s'y est quasiment acclimaté. Ce qui nous sidère aujourd'hui, c'est ce défaut d'empathie. Et c'est très important de rappeler et de conscientiser tous. C'est vraiment une prise de conscience collective. Ça paraît fou de devoir le rappeler, mais je vais le faire quand même. C'est que l'empathie, c'est pas quelque chose d'inné. On n'arrive pas au monde avec ces capacités d'empathie. Ça ne se décrète pas. Pas du tout. C'est quelque chose qui s'apprend. Il faut faire preuve de patience, d'éducation et de temps pour apprendre l'empathie à un enfant qui deviendra un adolescent, puis un adulte, pour maîtriser ses émotions, reconnaître ses émotions, voir la souffrance dans le regard de l'autre et inhiber son comportement. Et ce défaut d'empathie, c'est aussi un défaut de nous, en fait, parce que nos enfants, finalement, ils sont le symptôme de nous, adultes, de notre génération. On est tous responsables de ce qui arrive à ces enfants et ces adolescents. C'est le symptôme de toutes nos errances et de toutes nos erreurs. Et bien sûr, la place, mais je pense qu'on en reparlera, des réseaux sociaux. On va parler aussi des réseaux sociaux, on va parler aussi de cette toute dernière proposition, on en parlait tout à l'heure avec Pauline dans la partie précédente, de députés, je vois Paul Vanier ici, je ne sais pas si vous soutiendrez cette proposition qui propose désormais d'interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans, on en parlera tout à l'heure. Maître Neguer, je vous vois juste derrière, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes, comment dire, plus souvent en contact que moi et que beaucoup de gens ici avec des adolescents qui ont pu fauter, qui ont pu être délinquants.
Quand vous entendez les mots, encore une fois, qui sont employés par le procureur, et j'y reviens parce que moi, ils me perturbent depuis mardi, comment est-ce que vous les accueillez, ces mots-là? Comment vous réagissez? Vous avez raison que ça peut paraître, et d'ailleurs vous avez utilisé le mot sidérant, j'ai entendu, c'est incompréhensible. Mmh. Il se trouve que moi j'ai défendu un certain nombre de gens, jeunes et moins jeunes, qui ont commis des faits équivalents à cela. Et c'est quelque chose, quand on est avocat et quand on rencontre parfois pour la première fois celui qu'on va défendre dans la cellule de garde à vue ou à la prison, qui n'est pas aussi étonnant que ça. C'est-à-dire que ça peut paraître parfois choquant de le dire ainsi, mais celui qui peut être le premier choqué par l'horreur des faits qui ont eu lieu, c'est celui qui les commet. Et que donc on a ce que les psychologues en parleront mieux que moi parfois, un choc post-traumatique, mais de celui qui a commis les faits, et qui fait que pendant un certain temps, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai face à moi quelqu'un qui ne comprend pas l'horreur dont il a été la cause. Et il faut du temps pour qu'il arrive lui-même à digérer cette violence-là. Ce qui explique, comment dire, l'espèce de détachement dont on a pu parler? Je connais pas là, en l'espace, lui en particulier, donc je pourrais pas dire ce qu'il en est. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'est arrivé régulièrement, ça m'arrive souvent, et donc je suis pas totalement choqué par l'idée que celui qui a commis ces faits-là puisse encore être sous le coup du choc de ce qu'il a commis, et qu'il va falloir du temps pour digérer ce qu'il a fait et pour réussir à exprimer une empathie, une compassion, qui viendra à un moment ou à un autre, mais c'est un travail psychologique important qui est d'ailleurs souvent fait en détention avec les psychologues en détention, et c'est parfois parce que la prison n'a pas les moyens de le faire que ça prend beaucoup de temps pour y arriver. Et d'ailleurs, je profite de votre présence aussi pour rappeler ce que disait l'avocat de ce jeune garçon de 14 ans qui disait attention cet après-midi, patience, prudence. Le procureur a dit beaucoup de choses hier. Il va falloir qu'il y ait des analyses, des études, des analyses psychologiques, etc., psychiatriques, pour bien cerner la personnalité de ce jeune homme. Parce que hier, le procureur disait il n'y a visiblement pas de troubles mentaux, il est accessible à la garde à vue, accessible, etc. Bon, l'avocat disait attention, prudence, on verra. On verra. Évidemment, il faut distinguer deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'abolition du discernement, c'est-à-dire les causes d'irresponsabilité. Est-ce qu'il était dans un état psychiatrique tel qu'il est inaccessible à la sanction pénale? Et ça, il semblerait que ça soit à peu près exclu d'avance. Et puis après, il y a le travail qui va être fait par des experts, psychiatres, psychologues, quand il va être en détention, et qui vont s'intéresser à ce qui structure sa personnalité, à la manière dont il est dans le monde. Et ça, c'est beaucoup plus fin comme analyse, et ça permet beaucoup mieux de comprendre les raisons peut-être du passage à l'acte, la manière dont il a réagi par rapport à ce passage à l'acte, et surtout, et c'est pas négligeable, l'évolution future, parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans qui a un futur, qui un jour deviendra un adulte, qui très probablement un jour reviendra dans la société avec nous. Et donc, on doit se poser la question de quelle va être cette évolution et comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour que ça se passe le mieux possible par la suite. Encore une fois, je ferai intervenir notamment les élus, les anciennes ministres dans un instant, mais d'abord, je fais le tour effectivement de ceux qui sont en contact tous les jours, quotidiennement, et je pense notamment aussi aux policiers. Bonsoir Frédéric Claus, merci d'être avec nous. Du syndicat des commissaires de police. Bonsoir. Comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Alors à ce cas spécifique, mais évidemment qu'on va élargir ce soir, et on va se demander quelle solution on peut apporter face à cette violence. Mais cette violence, elle nous sidère toujours autant. Et peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose de particulier, le fait qu'on soit réunis ce soir, avec ce drame-là. On a de plus en plus des adolescents qui sont dans une forme de servitude numérique, dans une bulle algorithmique. Et malheureusement, posons-nous des questions, les parents aussi. Moi, je pense qu'on est en train à bas bruit, d'être dans une mutation anthropologique, on est en train de changer de civilisation. Si on ne retrouve pas de la souveraineté sur le numérique, si on est dans une forme d'impuissance, on ne peut pas, c'est impossible. À ce moment-là, il y aura les maîtres et les esclaves. Je pense au livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Ouais. Et je pense qu'on est à un point de bascule. Personnellement, je suis, hélas, pas surpris parce que cette violence se multiplie. La délinquance des mineurs augmente sur le temps long. Ces dernières années, elle avait baissé. Elle avait reculé. Oui, mais sur le temps long, elle augmente. Elle est de plus en plus violente. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le préfet de police, c'est-à-dire que quand on regarde les dernières années, globalement, la violence des mineurs baisse, sauf que dans les faits de violence, ils sont de plus en plus violents. De plus en plus violents. Ça pose deux problèmes. C'est la détection précoce. Est-ce qu'on peut le faire? Comment on peut le faire? Voilà.
à partir du décrochage scolaire, à partir de la détection précoce avec les parents et en même temps, les enseignants qui sont en première ligne ou les personnels de l'éducation nationale, et j'ai une pensée pour la famille et pour cette jeune femme, c'est terrible, les enseignants, ils arrivent, ils ne savent pas ce qui se passe à la maison. C'est-à-dire qui éduque ces enfants? C'est les parents ou c'est les plateformes? Et si de plus en plus c'est les plateformes numériques, on ne va pas dire que c'est la faute à on ne sait pas. Ça pose un vrai problème. Il faut que chacun soit responsabilisé. Il y a des maillons. Il va falloir restaurer. Peut-être que je prendrai la parole plus tard si vous me la donnez. Je vous vois faire le geste de serrer la vis. Oui, pas simplement le choc d'autorité auquel je souscris et qu'a évoqué Laurent Nunez. Tout dépend ce qu'on met derrière. Mais bien sûr qu'il faut un choc d'autorité. Moi, je suis favorable à la prévention de la délinquance, mais pour qu'une politique de prévention de la délinquance soit crédible, ce qu'elle n'est plus vraiment aujourd'hui, encore faut-il qu'il y ait une répression assurée et assumée. Elle ne l'est plus. Là, pour l'instant, il y a une enquête. On va regarder si on a affaire à un problème qui relève de la psychiatrie. Quoi qu'il en soit, c'est d'une extrême gravité. Le profil décrit par le procureur, moi j'en sais rien, peut-être de sociopathe, etc., est très inquiétant. Il n'y a pas longtemps, à Nantes, il y a une personne qui a pris 57 coups de couteau. Une jeune fille qui s'appelle Lorraine. Antonin Marin avec nous, bonsoir. Merci d'être là. Alors, on a commencé depuis 10 minutes. Je crois que les réseaux, le numérique, etc., a déjà été cité quasiment par tous les acteurs ici. Il se trouve que vous avez cofondé un groupe de médias qui s'appelle Le Crayon, qui est suivi par combien de millions d'abonnés? 5 millions de personnes dans le groupe au total. Ouais. 5 millions dans le groupe au total. Ça vous donne une responsabilité particulière parce que c'est beaucoup de jeunes. Ouais, effectivement, c'est beaucoup de jeunes. Et pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une fracture entre un monde adulte et un monde plus jeune. Les plus jeunes sont sur les réseaux sociaux, sont nés sur les réseaux sociaux, et donc consomment les réseaux sociaux d'une manière que les adultes, je les appelle comme ça, les personnes les plus âgées, ne comprennent pas. Et en réalité, elles ne savent même pas ce que leurs enfants regardent. Donc là-dessus, il y a une vraie fracture, et là-dessus, on citait Le Meilleur des Mondes, je veux aussi citer une série très récente qui est sortie, qui s'appelle Adolescence. Adolescence, évidemment. Je vous conseille de la regarder, qui raconte ça, l'histoire d'un jeune qui commet un meurtre, et cette fracture-là entre un père qui ne comprend pas le meurtre de son fils. Mais pour dire aussi du bien des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on dit que c'est souvent cause de fractures, etc. C'est vrai, mais c'est aussi un endroit positif où il y a beaucoup. Moi, j'ai fait mon éducation, je suis né sur les réseaux sociaux, j'ai grandi sur les réseaux sociaux. J'ai fait mon éducation, beaucoup de ma culture vient des réseaux sociaux. Donc il y a quand même une partie positive qu'il faut tirer des réseaux sociaux. Maintenant, on parle beaucoup aussi d'interdire les réseaux sociaux à l'âge de 15 ans. À moins de 15 ans, oui. En vrai, moi, je trouve que c'est un peu déraisonnable de dire ça parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 67% des 6-10 ans qui ont déjà un compte sur les réseaux sociaux. Il y a une loi en juillet 2023 qui restreint... Combien 67% pour vérifier. Des 6-10 ans qui ont un compte sur les réseaux sociaux. Donc déjà, ils sont très jeunes. Il y a déjà une loi depuis juillet 2023 qui dit que les moins de 15 ans doivent avoir un accès restreint sur les réseaux sociaux. En réalité, cette restriction, c'est un contrôle parental. Un parent doit valider qu'un adolescent a bien créé un compte et que le parent est OK sur le compte. Sauf qu'en réalité, on sait très bien, personne ne vérifie, personne ne s'en rend compte. Et cette loi, en réalité, dans les faits, n'est pas appliquée. Ouais, évidemment. Et donc, pareil sur les algorithmes, on parlait des algorithmes, il y a un vrai sujet sur les algorithmes. Derrière, il y a un sujet aussi de souveraineté numérique parce qu'on a des algorithmes qui appartiennent à des plateformes qui sont étrangères, que ce soit chinoises, américaines, mais pas françaises. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On va parler. Je voulais vous donner 2 chiffres ce soir qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un magistrat pour enfants gère en moyenne aujourd'hui 450 dossiers, chiffre donné ce matin par le ministre de la Justice. Et on a par exemple un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psy scolaire pour 1800 élèves. Paul Vanier, bonsoir, vous êtes député de la France Insoumise. Bonsoir. Il n'est pas question d'excuser quoi que ce soit dans les gestes dont on a pu parler, les gestes absolument dramatiques, mais d'essayer de les expliquer, d'expliquer dans quel environnement vivent les jeunes aujourd'hui. Quand on a ces chiffres-là, qu'est-ce que vous dites? Qu'on a abandonné les gamins? Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que de pareils actes ne se reproduisent pas, et sans être dans une forme de démagogie qui consisterait à dire que par une solution miracle, nous pourrions protéger tous les enseignants, tous les personnels et tous les élèves aussi de cette violence. Mais oui, regardons en face l'état de la médecine scolaire de notre pays. L'école est un désert médical avec, en effet, un médecin pour 13 000 élèves en moyenne. Il y a des départements. Dans l'académie de Créteil, par exemple, 80% des postes de médecins scolaires ne sont pas pourvus. 20% des enfants qui, à 6 ans, doivent recevoir une visite médicale obligatoire dans le cadre scolaire ne la reçoivent pas. Et cette situation,
regardons les choses en face. Parce que j'entends, et peut-être qu'il faut regarder la question des réseaux sociaux, la question du rôle des parents, bien sûr, la question d'une culture de la violence. Mais il y a la question des responsabilités politiques, des choix politiques qui, depuis plusieurs années, ont conduit à démanteler le service public d'éducation, à conduire à ce qu'il y ait moins d'adultes, moins d'humains dans nos établissements scolaires. Il y a, par exemple, 500 postes de psychologues de l'éducation nationale en moins depuis 2017. Ce sont des personnels indispensables pour prévenir, pour suivre, pour accompagner, pour détecter des élèves qui vont mal et pour empêcher le passage à l'acte. Parce que j'entends et je sais qu'elles vont venir, les solutions qui sont celles de la surenchère pénale, qui consiste à réprimer. Bien sûr qu'il faut réprimer. On parlera tout à l'heure violents. des portiques, de l'interdiction des couteaux. On en parlera et on verra que ces solutions n'en sont pas. Et je veux dire qu'il faut agir avant. Tout ce qui vient après, bien sûr, est l'exigence de la société, mais arrive trop tard. Donc il faut, et moi c'est ma position que je veux dire ce soir sans me cacher, il faut investir massivement dans la prévention, reconstruire une médecine scolaire, remettre des adultes dans les établissements, recruter des AED, des CPE, des médecins scolaires, des infirmières scolaires. Il en manque tellement dans notre pays. Qui veut réagir à ce qui vient d'être dit? Ah, vous voulez réagir? Abel Boilly, éducateur. Exactement, je voudrais dire que je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Souvent, on entend beaucoup de personnes sur les plateaux télé un petit peu fustiger la prévention comme si ça ne fonctionnait pas ou que ce n'était pas efficace. La problématique de la prévention, c'est pas qu'elle ne fonctionne pas, c'est que dans beaucoup de cas, elle arrive beaucoup trop tard. Le rôle de la prévention, c'est de faire en sorte que le parcours citoyen du jeune ne bascule pas vers un parcours de décrochage, qu'il soit scolaire, professionnel, culturel, psychologique, voire psychiatrique. Mais souvent, nous sommes appelés à quel moment ? Quand le jeune, il a déjà décroché. Quand on commence à intervenir, par exemple, auprès des 16-25 ans, mais des fois, c'est trop tard en réalité. Je vais vous donner un exemple concret qui va revenir sur les réseaux sociaux et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, comme vous avez dit. Je fais une intervention il n'y a pas très longtemps auprès d'un groupe de jeunes qui a en moyenne 12 ans. 12 ans. Un atelier qui s'appelle les dangers de la génération TikTok, et je me dis que comme ils ont 12 ans, je vais utiliser des termes adaptés justement à ces jeunes. Ouais. Et lorsqu'ils me disent ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, excusez-moi pour la vulgarité, excusez-moi pour l'heure qu'il est, j'ai des filles de 12 ans qui me disent partager des vidéos de viol sur Snapchat. Et je leur demande, ces vidéos qui sont infâmes, est-ce que ce sont des sketchs ? Est-ce que j'essaie de trouver un minimum de positif dans cette infamie? Et non, ce sont des vraies vidéos de personnes qui subissent des souffrances. Des fois, c'est filmé dans des caves. Des fois, et il y a des partages sur Snapchat. Il y a des partages sur les messageries cryptées, sur Telegram, sur Signal. Mais pardon, vous qui êtes au contact, qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là? On a raté, en tout cas pour ma part, je pense qu'on a raté le virage du numérique. Vous savez, si nous sommes réunis tous ensemble ce soir, c'est qu'il faut reconnaître, comme vous l'avez dit, que nous avons échoué en réalité. Il faut faire ce constat d'échec, parce qu'on peut taper sur les jeunes. On peut dire effectivement, faut de la répression, faut de la sanction, mais on a perdu le sens de la sanction. On n'a pas accompagné le parent aussi sur ce virage du numérique. Et on ne maîtrise pas le numérique qu'on est déjà en train de basculer vers l'intelligence artificielle, alors qu'on n'est pas dans la maîtrise. Donc je suis très inquiet quand même pour l'avenir. Patrick Stefanini, bonsoir. Merci d'être là. Représentant spécial du ministre de l'Intérieur. Bonsoir. Désormais, qu'est-ce qu'on a raté? Je crois qu'on a raté plusieurs choses. D'abord, je voudrais redire, mais ça a été dit par Frédéric Looz et par vous-même, qu'au cours des 10 dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation de la délinquance des mineurs. En revanche, il y a eu une très forte augmentation des mises en cause de mineurs dans les actes les plus violents. Ça, c'est parfaitement démontré dans le trafic de stupéfiants, dans les homicides, dans les vols avec armes, et je pourrais donner d'autres exemples. Donc notre société est plus violente que par le passé, et les jeunes n'y échappent pas. Alors là où je suis en désaccord avec une partie de ce qui vient d'être dit, c'est que je crois que notre législation est aujourd'hui inadaptée. Et je voudrais en donner 3 exemples. Le premier, c'est la fameuse excuse de minorité. Lorsqu'un mineur commet un certain nombre de crimes, la peine qu'il encourt est aujourd'hui la moitié de celle qui est encourue par un adulte. Eh bien ça n'est pas satisfaisant, puisqu'on sait que dans notre société aujourd'hui, des jeunes, des mineurs, commettent des actes particulièrement graves. Donc il faudrait changer sur ce point la loi et renverser... Ça, c'est en train d'être fait, notamment. Au moment où on se parle, ça n'est pas fait. Ça fait des années qu'on en parle et on ne l'a toujours pas fait. C'est notamment ce que prévoit la loi Attal qui est en train d'être passée on a besoin, pour les jeunes entre 16 et 18 ans. Mais je fais un peu de pédagogie. On a besoin de renverser le principe sur l'excuse de minorité
il faut que pour un certain nombre d'actes graves, l'excuse de minorité devienne l'exception et que la règle, ça soit la même sanction, en tout cas pour les mineurs entre 16 et 18 ans, que pour les majeurs. Deuxièmement, on a une réforme de politique pénale qui est intervenue il n'y a pas très longtemps, qui concerne la justice des mineurs, qu'on appelle la césure. Et je crois que cette réforme, c'est l'archétype de ce qu'il ne fallait pas faire. On a modifié la législation pour prévoir désormais, s'agissant des mineurs, qu'il y a 2 phases dans le procès. Une première phase qui consiste en quelque sorte à établir la culpabilité du mineur, et une deuxième phase qui consiste des mois après à se prononcer sur la sanction. Oui. Il aurait fallu faire exactement l'inverse. On n'a pas nécessairement besoin d'alourdir massivement les peines. En revanche, on a besoin de peines qui interviennent rapidement. Toutes celles et tous ceux d'entre nous qui ont été parents ou grands-parents savent que lorsque un de nos enfants commet une bêtise, il faut corriger tout de suite. La sanction qui intervient 2 jours ou 3 jours après, elle n'est pas comprise. On peut transposer ça à la procédure pénale. Et enfin, troisièmement, je rejoins ce qui a été dit, mais là, je ne suis pas un expert sur le numérique. Je crois qu'en effet, c'est une révolution profonde, que nous ne l'avons pas prise en compte et qu'à l'évidence, il faudrait faire évoluer sur ce point notre législation. J'ai entendu le président de la République faire une proposition précise. Interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. Voilà. Donc, je ne suis pas un expert, je ne me prononce pas. La proposition est précise, il faudra voir la mise en application. Mais cette mesure, elle a au moins, me semble-t-il, le mérite de la clarté. Car je voudrais dire aussi, nous sommes je vais conclure, nous sommes dans un pays où nous n'arrivons pas à décider sur un certain nombre de sujets qui ont été parfaitement documentés, qui ont fait l'objet de rapports qui s'ajoutent les uns aux autres, et on n'arrive pas à prendre de décision. Le moment est venu dans notre pays, sur la politique pénale à l'égard des mineurs, de prendre de vraies décisions. De vraies décisions. Je voudrais qu'on écoute des Français aussi en dehors de ce studio. Elisa Alef est avec nous. Lisa, vous êtes allée cet après-midi, même aujourd'hui, poser cette question, violence des jeunes. Quelle réponse peut-on apporter à des Français que vous avez croisés cet après-midi? Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Nora, elle a 15 ans, elle est en classe de seconde, elle ne se sent pas en sécurité et elle y pense souvent en allant en cours le matin. Écoutez. On ne connaît pas les gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont dans leur tête, on ne sait pas comment ils peuvent trouver des solutions pour faire passer une arme. Donc non, je ne sais pas du tout, je ne sais pas comment je pourrais me sentir en sécurité. Enfin, avec tout ce qui se passe en ce moment, forcément qu'on a peur. Le matin quand tu vas à l'école, tu y penses? Des fois je me dis, ça se trouve aujourd'hui, il va y avoir, quelqu'un qui va essayer de tuer quelqu'un. Je sais pas, en fait tout peut arriver quoi, tout peut arriver en ce moment avec tout ce qui se passe, tout peut arriver. Jean-Marie Villain, maire de Viry, c'est terrible ce témoignage. Enfin, prenez un micro juste à côté, voilà. Fort heureusement, elle est inquiète. C'est normal qu'elle soit inquiète. Quand elle part et qu'elle lit sur ses réseaux sociaux aussi ou à la télévision tout ce qui se passe, forcément, elle est inquiète. Encore une fois, c'est un ensemble de choses. Je viens d'entendre ce qui vient d'être dit à l'instant, auquel je souscris pleinement. Mais je souscris aussi, et je l'ai évoqué tout à l'heure, ce manque de médecins, ce manque de psychiatres dans les écoles. Si on ne comprend pas ça, pour les générations à venir, pour ceux qui sont en maternelle, qui sont en élémentaire et qui seront bientôt, ceux qui sont au collège, de toute façon, on ne va pas réussir à faire machine arrière. Donc il va falloir les accompagner et les aider et éviter les problèmes. Et là, il faut des mesures sévères pour ceux qui, malheureusement, vont y passer. Mais encore une fois, la situation dans les écoles en matière de santé est un véritable problème. On en reparlera aussi. Lisa. Vous parliez de mesures sévères. J'ai aussi rencontré Katia aujourd'hui. Elle a 60 ans. Pour elle, il faut durcir la loi. Mais à quelques nuances près, Katia estime que des sanctions plus dures pourraient être trop difficiles à gérer pour les parents, même s'ils sont en effet parfois démunis. Oui, il faut la durcir, mais quand ça vous concerne, après, on voit les choses autrement, quand c'est votre enfant. Donc je pense qu'on se met un voile, on ne peut rien faire. Vous vous sentez impuissante? Exactement. Donc ça vous échappe? Complètement. Qu'est-ce qui vous échappe? La réaction de la nouvelle génération, elle est différente de la nôtre, c'est clair. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de violence qu'avant. Pour un rien. Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Ancienne ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir. Alors, on peut se dire que que les conflits intergénérationnels et le fait de ne pas se comprendre, c'est peut-être de tout temps. Mais là, c'est quand même particulièrement prégnant depuis le début de cette émission de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend plus.
Oui, c'est certain. Si vous m'autorisez quand même, avant de revenir sur la nouvelle génération et les troubles dont elle souffre en réalité, je voudrais quand même vous dire que cette émission, pour moi, elle devrait tourner autour de 2 sujets. Donc celui de cette jeune génération et de ceux qui la traversent, et celui des personnels de l'enseignement qui sont quand même, depuis quelques années, victimes au premier plan d'un nombre de drames absolus. Je veux dire, entre Samuel Paty, Dominique Bernard, Agnès Lassalle, que vous avez évoqué tout à l'heure, Mélanie, absolument dans un instant. ça commence à faire beaucoup. Enfin, vraiment, la communauté éducative est en deuil. Et moi, je veux ce soir avoir une pensée pour tous ces personnels et en l'occurrence, en particulier pour les assistants d'éducation. J'ai souvent entendu dire surveillante en parlant de Mélanie. Donc, je voudrais juste redire en 2 mots qu'un assistant d'éducation, ça joue un rôle absolument fondamental dans un établissement scolaire, hein, puisque c'est pas simplement surveiller, c'est aussi encadrer. Vous voyez, les temps de devoir, c'est faire de la prévention, c'est être dans l'entraide avec les élèves, c'est aussi faire preuve d'autorité parfois, ce qui peut créer des troubles. Mais voilà, donc c'est des rôles absolument fondamentaux et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'on a besoin d'AED, on a besoin de CPE et on en manque souvent, malheureusement, dans les établissements les plus en difficulté. Bref, maintenant pour revenir à ce dont il est question, oui, clairement, la jeune génération traverse depuis quelques années déjà une ère complètement nouvelle, faite de beaucoup d'anxiété. Et il ne faut pas qu'on sous-estime ça. C'est-à-dire que tout ça, on a beaucoup parlé des effets du Covid sur les troubles de santé mentale, mais même avant le Covid, je veux dire, entre tout ce que cette génération entend sur le changement climatique, la fin du monde possible, l'éco-anxiété, entre le retour de la guerre, entre aussi un monde qui est devenu plus violent, y compris dans le débat public, dans l'ultrapolarisation des forces politiques, de certains médias qui, dès que vous les allumez, vous entendez des paroles racistes, xénophobes, sexistes, masculinistes. Mais comment voulez-vous que tout cela n'impacte pas les cours d'école et n'impacte pas les jeunes générations? Donc les jeunes, en fait, ils se familiarisent petit à petit à la fois avec l'anxiété et avec la brutalité et la violence, voilà, comme mode d'action. Et le numérique vient rajouter sa couche, je suis d'accord. Moi, je fais partie de ceux, je crois que vous l'aviez souligné à l'époque quand j'étais sortie sur le sujet, qui disent attention, attention, le virage numérique dont on est tous en train de parler. D'abord, sachez que ça fait du mal aux mineurs, mais aussi aux majeurs, hein, à nous, évidemment, adultes aussi. Mais c'est vrai que les mineurs en particulier, on a beaucoup parlé ces dernières années, notamment sous la férule de ce chercheur américain qui s'appelle Jonathan Haidt et qui est à l'origine de la proposition d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc Jonathan Haidt a sorti un livre qui s'appelle en français « Génération anxieuse », dans lequel il relève qu'en une dizaine d'années, chez les adolescentes, on a vu le nombre de tentatives de suicide augmenter de 140% en gros en 10-15 ans. Et il lit cela notamment évidemment à l'effet des réseaux sociaux. Et j'ai eu la chance de discuter avec ce chercheur récemment et en fait je lui disais mais si vous deviez actualiser votre livre, qu'est-ce que vous n'avez pas vu au moment où vous l'avez sorti et que vous voyez aujourd'hui? Il disait en fait je m'étais focalisée sur la situation des filles et de la façon dont elles retournaient les troubles de santé mentale provoqués par le numérique contre elles. Et maintenant je vois mieux la situation des garçons qui retournent ces troubles de santé mentale contre les autres. On va continuer à en parler. Et ça, c'est quand même ce qu'on aperçoit dans les derniers faits de violence commises, notamment contre Lorraine à Nantes et contre Mélanie aujourd'hui. On va continuer à en parler dans un instant. On sera, je le disais, avec Stéphane Voirin, le compagnon d'Agnès Lassalle. Agnès Lassalle, cette professeure qui avait été assassinée, poignardée par un élève en 2023. C'était à Saint-Jean-Luz. Il sera avec nous pour témoigner ce soir. C'est dans un instant sur BFM TV. La suite de cette soirée spéciale. À tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de toit. Avec le temps, votre toit se fragilise, créant des problèmes d'infiltration et d'isolation. Mais avec hautetoiture.com, refaites votre toit en express. Changement de bastin, de tasseau, d'isolant et de tuiles pour un toit neuf et garanti 10 ans. Inscrivez-vous sur hautetoiture.com pour un devis immédiat ou composez gratuitement le 3660. La révolution a commencé.
Citroën C3 à partir de 15 750 €. Portes ouvertes ce week-end. Viens Gabriel, je t'ai gardé une place. Assis-toi. Viens avec moi. Allez, viens mon Gabriel, s'il te plaît. Dans les couloirs, tu m'avais dit oui. Je prends un au hasard et viens s'asseoir à côté de moi. Bon, Gabriel, viens. Monsieur. Monsieur. Ah, ouais, pourquoi pas. Place au Peugeot 3008. Le SUV français technologique. Place au nouveau iCockpit avec son grand écran panoramique. Place au plaisir de conduite en 100% électrique ou en hybride. Et pendant les 24 jours chrono Peugeot, jusqu'à 5 000 € d'avantages clients et 8 ans de garantie offerts sur toute la gamme jusqu'au 24 juin. Le problème avec les produits des marques Intermarché, c'est qu'en plus d'être pas chers, ils sont très bons. Et avec ça, un petit cornichon. Ah, vous aviez pas fini? Pardon, désolé, je vous laisse. Parfois, pour voir le monde sous un nouvel angle, il faut accomplir des choses que l'on n'a jamais faites et se rendre là où l'on n'est jamais allé. Nouvelle Jeep Avenger 4xe, The North Face Edition. Gamme Avenger à partir de 199 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Saviez-vous qu'un colibri peut extraire le nectar d'une fleur plus vite que je ne peux lire cette phrase? Passez en mode recharge rapide, avec une recharge de 10 à 80% en 28 minutes. Passez en mode L-Rock. Nouveau Skoda L-Rock. À découvrir dès maintenant à partir de 339 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Skoda. Eh, vous avez vu le nouveau break des voisins? Ils ont gagné au loto ou quoi? Ah ouais? Eh, mamie? Oui? Pourquoi ils se gardent dans ton allée? Je crois tout perdu. Loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vendredi 13, super loto de 13 millions d'euros minimum. Pour tenter votre chance, rendez-vous en point de vente ou sur l'appli FDJ. Léna, on y va? Ah, vous avez bien fait de protéger votre maison avant de partir en vacances. On part quand même plus serein. C'est la période préférée des cambrioleurs. Vous aussi, équipez-vous. Vérissure ne prend jamais de vacances. Rendez-vous sur vérissure.fr. La Peugeot 208. 208 détails tout en élégance. 208 fois plus de plaisir de conduire. Jusqu'au 24 juin, pendant les 24 jours chrono, la Peugeot 208 est à 208 € par mois, sans aucun apport. La France, c'est le pays où il fait bon manger, où on peut parler cuisine pendant tout un déjeuner. Donnez-nous une courgette et on vous fera des salades, des flancs, des brochettes, des smoothies quand on a fini toutes les brochettes. Bref, en France, on aime tout ce qu'il y a de plus bio. C'est bio, la France. DS7, collection Jules Verne. Chaque voyage devient extraordinaire. À découvrir en DS Store du vendredi 13 au dimanche 15 juin. Quelle réponse face à la violence des jeunes? C'est la question que nous posons ce soir dans cette soirée spéciale sur BFM TV. Et nous accueillons donc Stéphane Voirin. Bonsoir Stéphane. Prenez le micro. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment de nous faire confiance ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre compagne, Agnès Lassalle, a été tuée il y a 2 ans
en classe dans son lycée de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques, poignardé par un de ses élèves, âgé de 16 ans, qui sera d'ailleurs bientôt jugé aux assises. On va en parler. La France entière a découvert votre visage, vous a découvert avec ces images que l'on va revoir, vous en train de danser sur le parvis de l'église Sainte-Eugénie à Biarritz au moment des obsèques. Quand vous avez vu en début de semaine que ça recommençait d'une certaine manière, qu'il y avait maintenant Mélanie à Nogent, qu'un élève avait à nouveau poignardé un adulte dans un établissement scolaire, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis surtout dit que c'était un échec quelque part. Parce qu'après avoir réalisé cette danse pour ma princesse, je pensais pouvoir dire plus jamais ça. Et petit à petit, par biais de presse, informations, vous avez cette faculté après de percevoir des informations, même infimes, à droite, à gauche, et je me suis rendu compte que ce n'était pas un cas isolé. Comme tout le monde, j'aurais voulu que ce soit un fou furieux, au moins on aurait été débarrassé, c'est arrivé une fois, ça ne va pas se reproduire. Mais a priori, et malheureusement, Mélanie est le dernier exemple, parce qu'il y en a eu bien d'autres. C'est un constat d'échec. Lorsque j'ai appris pour Mélanie, d'abord, ça a été malheureusement, comme toujours, lorsque j'apprends qu'il y a une professeure qui se fait courser, une autre empoisonnée, ou qu'il y a un élève qui s'est fait agresser, menacé, c'est à chaque fois une certaine de rage qui monte, une rage d'impuissance presque. Rage d'impuissance parce que j'essaye de sensibiliser les gens, mon entourage, à ce que je vois apparaître. Et à vrai dire, il n'y a que maintenant, malheureusement, à cause de Mélanie, ou grâce, j'espère qu'on pourra dire ça un jour, grâce à Mélanie, il semble y avoir une prise de conscience d'un phénomène. Vous avez le sentiment qu'il s'est passé quelque chose cette semaine qui ne s'était pas passé, déroulé au moment de la mort d'Agnès? Peut-être un intérêt, une recherche de cause. Lors de l'assassinat d'Agnès, tout le monde pensait qu'il est fou. Il est fou, voilà, tout simplement. Il suffit d'entendre des petites voix ou n'importe quoi. Allez chercher sur Internet, vous aurez plein de réponses possibles et imaginables. Ou dans les séries de télé aussi, si vous voulez, si vous êtes attentif. Oh, punaise. Excusez-moi. Ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Au moins, les gens sont un peu plus sensibilisés de par le nombre, de par la fréquence des événements, de par la cruauté des actes. Et des actes qui se ressemblent, où il y a chaque acte est singulier en soi, d'accord. Mais excusez-moi, il y a énormément de ressemblances entre ce qui s'est passé à Nogent et ce qui s'est passé pour Agnès. Ce qui s'est passé d'après les déclarations du procureur d'hier, oui, il y a énormément. Qu'est-ce qui vous frappe comme ressemblance? Vous savez, je fais pas partie, je suis dans une position de victime et croyez-moi, cette position est extrêmement inconfortable. C'est un strapontin et on n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est la partie adverse en profite quoi qu'il arrive, quoi. Donc c'est pas moi qui vais vous révéler des parties d'un dossier d'instruction, voilà, c'est pas mon genre. Mais oui, d'après les déclarations du procureur hier, je vois beaucoup de points communs. Notamment quand il dit qu'il n'y a pas d'empathie. Alors. Et par exemple. Pas de regret, pas de regret, pas de remords, rien. Je suis sûr que cet adolescent va peut-être passer une bonne nuit, comme une autre. Bon, peut-être un peu plus perturbé, mais il a été mis en examen ce soir. Oui, l'empathie, oui, c'est incroyable. Ça me fait penser un peu, vous savez, avec Agnès, on voyageait pas mal. Moi, de par mon métier, j'ai pas mal voyagé, mais il y a dans beaucoup de pays de par le monde, et peut-être que nos jeunes ne le savent pas, mais la vie ne vaut rien. La vie ne vaut rien. Pour une montre à 2 balles, on vous agresse et vous y laissez la vie. Et des actes comme celui-ci, c'est des actes gratuits. C'est des actes où la vie n'est pas prise à sa juste mesure. La vie est précieuse. Quoi qu'elle... n'importe laquelle, même celle de ces tueurs, ils vont aller répondre, j'espère, du moins pour le mien, maintenant, il va aller répondre de ces actes. Il y aura un procès aux assises bientôt. En cour d'assises, heureusement, Dieu merci, quoi. Pour celui-ci, je le souhaite.
On est tous, vous inquiétez, on est tous désarçonnés face à la violence de ces gestes-là. C'est la rage, c'est pas la violence du geste, c'est indescriptible. C'est la rage surtout que ça puisse encore arriver. Mais quand j'ai appris pour Mélanie, j'en ai pleuré, ça m'a perturbé. J'ai eu des réactions le jour même inappropriées alors que je n'aurais pas dû. Vous savez, c'est pas sans influence quelque chose comme ça, quoi. On essaie toujours d'œuvrer dans le bien du plus grand nombre, mais là, Non, je disais qu'on était désarçonnés aussi parce que tout le monde se pose la question du pourquoi. Qu'est-ce qui a amené ce geste-là? Est-ce que vous, dans votre cas, dans le cas d'Agnès, c'est aussi une question qui vous obsède, d'essayer de comprendre pourquoi, comprendre le geste? C'est une question sur laquelle j'ai énormément travaillé, quoi. Énormément travaillé, et surtout qu'au début, je n'avais pas accès au dossier d'instruction, donc j'ai énormément travaillé par moi-même. J'ai creusé énormément de pistes, eu énormément de réflexions, de bouquins. Et oui, j'ai ma petite idée en lisant un dossier d'instruction, les réquisitions du juge de l'instruction. Vous avez beaucoup de réponses, beaucoup d'éléments. Et après, bien sûr, il faut entendre la parole en face, qui doit être entendue pour affiner, pour se justifier. Et après, on pourra en sortir quelque chose. Mais moi, oui, j'ai ma petite idée, mais chaque cas est singulier. Bien sûr. Mais il y a quand même des socles communs et des socles sur lesquels on peut travailler. Vous voyez, la différence avec avant et malheureusement maintenant Mélanie, c'est a priori, il y a des gens qui semblent réagir. Oui. Et surtout des gens qui veulent chercher des causes, pas des excuses, des causes. Quand vous dites des gens, vous parlez des gens, des élus, des ministres, etc. Vous, qui moi, sont... oui, nous, les médias. Ouais. Et vous avez un rôle essentiel. La population, les gens qui peuvent s'y intéresser, mais aussi, oui, un petit peu les ministres, nos politiques. Encore que là, j'attends de voir des preuves concrètes, quoi. On va parler des solutions dans un instant, effectivement, qu'on pourrait apporter face à cette violence-là. Vous disiez que vous connaissiez quasiment par cœur aujourd'hui le dossier d'instruction. Il y aura un procès. Oui. Ça a été confirmé. Il sera jugé. Ça a été confirmé la semaine dernière. La semaine dernière, absolument. Donc jusqu'à la semaine dernière, j'étais comme ça, parce que jusqu'à la semaine dernière, il aurait pu échapper à toute justification et se retrouver, et ça c'est ce que vous ne savez pas, libre parmi vous, sous couvert d'anonymat, comme si rien n'était. Parce que, notamment, bataille d'experts, pour savoir, experts psychiatres notamment, pour savoir s'il peut être accessible à un procès, si son discernement a été aboli au moment du geste. Cette question-là, il faudrait que vous ayez accès au dossier d'instruction, mais ça, vous ne l'avez pas. Il faudrait que vous le disiez ça. Je ne le dirai pas. Malheureusement, la justice, elle ne communique pas. Les parties civiles, eh bien, on n'a pas trop intérêt à communiquer vu les peines encourues et notre crédibilité, et surtout nous, victimes. Agnès, moi, ses parents et ses élèves et tout le monde, ce qu'on risque derrière. On se focalise sur 10% du problème. Croyez-moi, quand vous lisez le reste, vous avez beaucoup moins de doutes. Beaucoup moins de doutes sur le discernement. Pour essayer d'éclairer grosso modo, il y a eu expert, contre-expertise, contre-expertise, contre. Voilà, bon, psychologue, psychiatre, on ne va pas jouer sur les mots. Avec un adolescent qui, au départ, dit « j'ai entendu des voix ». Voilà. Pour finalement tomber sur un expert, voilà, il faudrait voir la définition d'expert, qui au bout d'un certain nombre de pages, si jamais, au cas, à mon avis, très bien, c'est une étude, ça se défend, et justement qu'il y ait un procès aux assises, il va falloir le défendre et le confronter, c'est super, c'est fait pour ça. Et sincèrement, je trouve ça très bien. Pour arriver à une petite phrase à la fin, et une petite phrase qui est sortie de son contexte et montée en épingle à cheveux. Attention, c'est... Pour dire que son discernement aurait été aboli. Ce qui n'a pas été retenu aujourd'hui. Oui, encore. Il faudrait lire ce compte-rendu pour en avoir toute la nuance. Mais quand vous avez le reste du dossier, c'est pour ça que je suis extrêmement heureux. Vous vous rendez compte? Devoir dire, je suis heureux à aller à un procès d'assises, alors que j'aurais préféré tout faire pour l'éviter, y compris pour Mélanie, pour tous les autres, quoi. C'est justement parce qu'il va falloir qu'ils aient à se justifier sur les 95 autres % du dossier qui, eux, sont infiniment moins entendables. Vous attendez ce moment-là?
de vous J'attends retrouver ce moment-là. face à celui qui est accusé d'avoir tué Agnès. Oui, j'attends surtout d'entendre sa parole, à lui, pas à son conseiller, hein, sa parole à lui pour avoir son ressenti, pour avoir des mots que j'espère, des mots qui vont dans le sens pour faire avancer les choses. Avancer, ça voudrait dire quoi pour vous? Une honnêteté, une sincérité, une prise de conscience. Peut-être des mots d'excuse. Qui n'ont pas existé pour l'instant? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que la loi veut pas que, mais moi je me suis pas, comment dire. Ne veut pas qu'il y ait de contact, notamment. Moi, je n'ai pas eu de entre les problème parties. pour expliquer, puisqu'on me disait que les parents étaient de très bons parents, ils étaient impliqués. Je n'ai pas eu de difficulté tout simplement parce que je savais très bien que c'était la faute d'un adolescent. C'était pas de la faute des parents, c'était pas la faute de frères, de sœurs, Et je noue un peu le poisson. Hein, c'est voilà, j'ai eu quand même ce côté assez humaniste pour expliquer, pour pas qu'il soit pointé du doigt. Mais nous sommes victimes, un strapontin et inexistant. J'ai encore une question. Alors, je ne sais pas si vous voulez rester avec nous. Je vous laisse évidemment. Non, je resterai jusqu'à la fin, oui. Vous voulez rester parce qu'on va parler des solutions. On a entendu un certain nombre de choses, d'idées mises sur la table pour essayer d'endiguer cette violence-là. Des solutions, pas des excuses. Des solutions qui sont une recherche sincère de solutions. Oui, c'est très intéressant. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il aurait fallu faire depuis le début. Hein. C'est ce qui a manqué. Pour vous, c'est ce qui a manqué après la mort d'Agnès. C'est ce qui a manqué. Cette réflexion-là. Ouais, pourtant, vous avez eu des contacts avec des élus, avec des ministres, avec... Mais tout à fait. Mais a priori, il n'y aurait qu'une prise de conscience. Peut-être que c'est par votre action à vous, aux autres médias, ou tout simplement aux gens qui en ont peut-être marre de s'émouvoir toutes les semaines, tous les mois, à répétition, pour que enfin ça bouge. Je vais m'adresser à Anne Genetet, qui est juste à côté de vous, ancienne ministre de l'Éducation. Quand vous entendez le témoignage de Stéphane ce soir, qui dit peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a vu plein de choses mises sur la table cette semaine, plein d'idées. Par exemple, essayer de mieux protéger les établissements scolaires avec cette histoire de portique. Est-ce que pour vous, en mettant cette idée-là sur la table, on est à la hauteur de la situation? Si on revient à plusieurs des cas, dont notamment celui de l'effroyable assassinat de Mélanie, on voit bien que le jeune qui est aujourd'hui mis en examen échappe à tous nos pourquoi. Il échappe à tous nos pourquoi. Et ça nous questionne profondément. Évidemment, ça nous renverse, ça nous transperce. On a toujours envie de trouver une excuse. Il n'y a pas d'excuse là. Et quand j'ai entendu plusieurs fois reprendre le thème des réseaux sociaux, on voit bien que d'après les déclarations du procureur hier, ça n'est pas forcément les réseaux sociaux qu'il faut mettre en cause. Donc on voit bien que là, il y a une perte totale de repères dont il n'est pas la seule victime. Enfin, le mot victime n'est pas bon, mais enfin, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Et la perte de repères, c'est ce à quoi nous devons, il me semble, collectivement travailler. Alors, vous posez la question des écoles, mais je veux dire que l'école, d'abord, aujourd'hui, elle est endeuillée, ça a été dit tout à l'heure. Elle est profondément endeuillée, profondément meurtrie, dans un contexte où je veux souligner que, notamment s'agissant de nos personnels enseignants encadrants, les assistants d'éducation, moi j'aime mieux utiliser le mot complet, pas les initiales qui déshumanisent, les conseillers principaux d'éducation, même chose, ce sont des personnes qui ont un métier, des compétences, des titres, un rôle essentiel. Derrière toutes ces personnes-là, il y a donc ce drame qui se joue et l'école elle peut des choses, mais elle ne peut pas tout, elle ne peut pas toute seule. Mais alors, on va parler donc, notamment les portiques dont vous des m'avez... parents aussi. Alors, les portiques. le portique, si vous voulez... Parce moi, que j'essaie de prendre quelque chose de très concret. Je veux dire, le portique, si vous voulez contrôler qui rentre et qui sort d'un établissement, c'est peut-être utile. Mais est-ce que c'est ça le sujet aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça le sujet. On est dans une perte de repères et pour lesquels on a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a à la fois les plus jeunes pour lesquels on peut vraiment faire de la prévention très en amont et ceux qui sont aujourd'hui au collège ou au lycée. Et je veux parler également du premier degré. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos écoles, le volume d'incivilité, de comportement, je vais dire, très largement sorti de route, le premier volume, c'est le collège, mais le deuxième volume, c'est premier degré. Et après seulement vient le lycée. Donc le premier degré doit aussi nous interroger. Eh bien, dans ce contexte-là, vous savez, on a été très critiqués. Moi, quand j'ai publié comme ministre de l'Éducation nationale le programme EVARS, qu'est-ce que je me suis pris en pleine tête, notamment avec les cours d'empathie. Et les cours d'empathie, c'est justement apprendre à grandir sans se battre, apprendre à écouter sans agresser.
et apprendre à comprendre que j'ai des émotions, celui en face de moi en a, il faut que je les entende, il faut que je les écoute. Le travail également sur l'égalité filles-garçons. Ma prédécesseur s'en est pris aussi plein la tronche, pardonnez-moi l'expression, quand elle a essayé de travailler sur le sujet. Et on est là aussi dans une question de représentation de la femme, de la fille d'un côté, du garçon, de l'homme de l'autre. Donc tout cela, cette perte de repères, il y a beaucoup de sujets qu'il faut prendre dans leur globalité et éviter de réduire à un seul yaka faucon. Soyons très prudents et en tout cas le prendre collectivement comme vous le faites ce soir. Je voudrais entendre Alix Rivière également, qui était avec nous déjà tout à l'heure face au préfet de police. Alix Rivière, porte-parole de la FCPE en Seine-Saint-Denis. Quand vous entendez ces solutions qui sont très concrètes, compréhensibles de tous, qui sont les premières idées qui ont été jetées comme ça, notamment par le Premier ministre, par le Président de la République, dire portique, interdiction des couteaux, interdiction de la vente de couteaux aux mineurs. Est-ce que vous vous dites qu'on est à la hauteur de la situation ? Non, les portiques, c'est pas sérieux. Ça veut dire faire venir les élèves à 6h le matin pour qu'ils commencent à 8h. Ça veut dire un attroupement dans les établissements. Ça veut dire de toute façon quelque chose de pire que la situation sécurisée qu'on veut trouver. Donc non. Et la vente de couteaux aux mineurs, moi j'envoie mes enfants faire les courses, je leur laisse ma carte bleue, rien ne les empêche d'acheter ce qu'ils veulent avec dans mon dos. Je vais pas forcément checker tout le ticket de caisse. Donc non, je pense que c'est une mauvaise idée. Mais je vous remercie tous les invités qui ont déjà parlé, d'avoir évoqué le problème de fond majeur. Ouais. C'est le manque d'adultes auprès de nos élèves. Réellement, je vous donne un exemple concret. Moi, j'habite à Pantin. Là, je sors d'une mobilisation. J'étais tout à l'heure à Jean-Lolive, le collège Jean-Lolive de Pantin, qui se bat pour garder un demi-poste d'infirmière scolaire. Du temps où Mme Belkacem était ministre, on a fait dans un autre collège de la ville une action qui a duré 3 semaines de collège désert, qui est une responsabilité énorme pour les parents. Ça veut dire ne pas envoyer son enfant à l'école. Pourquoi nous nous battions ? Pour avoir un conseiller principal d'éducation supplémentaire, parce que le volume de l'effectif du collège ne cessait d'augmenter et on était passé de 400 élèves à 800 élèves en quelques années. Et l'éducation nationale ne nous répondait pas. Aujourd'hui, on est quand même dans une phase où on est avec des personnes qui nous expliquent que oui, non, mais finalement, les dédoublements, on va peut-être en revenir dessus. Non, mais la Seine-Saint-Denis, vous êtes extrêmement bien dotés, donc il n'y a pas de sujet en réalité. Donc, en plus, nous, on est face réellement à des choses sur lesquelles il n'y a aucune solution possible pour l'instant. Moi, j'ai appris quand j'étais à l'école que l'école devait être un sanctuaire. École, collège, lycée, évidemment. Frédéric Close, est-ce que c'est toujours le cas ? Je remets l'histoire notamment des portiques, de la vidéosurveillance qui doit être développée autour des établissements scolaires. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ce n'est plus le cas, clairement, parce que toutes les personnes qui sont déjà porteurs d'autorité, policiers, gendarmes, agents pénitentiaires, sont de plus en plus agressées. Ce n'est plus le cas parce que toutes les personnes investies d'une mission de service public, je pense en particulier aux professeurs, sont de plus en plus victimes d'agressions. On a, depuis une trentaine d'années, volontairement, ou croyant faire le bien, on a démantelé l'autorité, démantelé la dissuasion judiciaire. Aujourd'hui, on en paye le prix. Mais comment on remet de l'autorité ? Déjà, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut la politique de sécurité, prévention, répression, dans ce pays, elle est prise en otage par la droite et par la gauche. La gauche, c'est la prévention. Dès qu'on parle de répression, immédiatement, alerte, ça va pas, on parle de sécuritaire, de fascisme. Et la droite, bien souvent, a de son côté oublié et négligé la prévention. Et il faut dépasser... Oui, il faut sortir de cette prise d'otage. On a besoin, un exemple, par exemple, les politiques de prévention, il y a des choses très intéressantes qui se font sur le territoire français. Elles n'ont jamais été évaluées, pour des raisons certainement politiques. Pourtant, il y a des choses intéressantes, y compris pour distinguer ce qui marche de ce qui ne marche pas. Deuxièmement, les porteurs d'autorité ou les personnes investies d'une mission d'autorité, ça doit être sacré. Dès la première infraction, on doit pouvoir sanctionner. Sanctionner, c'est assurer la sérénité de la classe et en même temps, c'est favoriser, y compris le travail de prévention et d'éducation. L'autorité, c'est pas une finalité en soi, c'est le moyen. Donc, attendez, je m'arrête là-dessus. Tout de suite, vous dites sanction. Paul Vanier. Je ne dis pas que sanction. Non, bien sûr, vous dites les deux. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, notamment dans la bouche de Gérald Darmanin cette semaine, qui disait peut-être qu'il faudrait mettre sur la table, pour les cas les plus graves, mais tout de suite, des courtes peines de prison. Avoir un choc tout de suite, 15 jours, 3 semaines, peut-être même moins de prison pour signifier immédiatement, dès le premier vrai problème, qu'il y a précisément un sujet et qu'il faut sortir le jeune, en l'occurrence,
pendant un temps de son quartier, de la société où il peut être. Attendez, de quoi parlons-nous? Si l'on parle des drames terribles qui nous réunissent ce soir, c'est-à-dire d'enseignants, d'assistants d'éducation qui meurent, il ne s'agit pas de peine de 15 jours ou de 3 semaines. Non, bien sûr. Il s'agit bien sûr d'une réponse judiciaire, mais je veux revenir au cœur de le jeune homme risque 20 ans de prison. Parce que oui, il faut affronter, il y a une dimension bien sûr de sécurité qui se pose autour des établissements scolaires. Moi, je ne suis pas dans l'angélisme. Il y a plusieurs mois, je suis allé à la rencontre d'un général de gendarmerie. Je suis allé place Beauvau pour échanger avec les experts de ces questions, police nationale, gendarmerie. Et j'ai notamment appris d'eux que les mesures comme celles que vous avez évoquées, les portiques, les fouilles de sacs, elles sont, inefficaces, 2, elles mobilisent les forces de l'ordre qui sont déjà occupées à tant et tant de missions, et donc, au fond, elles désorganisent plus qu'elles ne répondent aux problèmes. Et moi, je veux dire une forme donc on ne fait pas ? Je veux dire une forme de grande colère à devoir à nouveau discuter de ces effets de communication. Les portiques, ça ne marche pas. Tout le monde le sait. Les portiques, si on prenait au mot le Premier ministre, il faudrait, vous savez qu'il y a 11 000 collèges et lycées dans notre pays. Pour en installer un seul dans chacun de ces établissements, il faudrait 2 milliards d'euros. Avec 2 milliards d'euros, on peut embaucher 60 000 assistants d'éducation. Ce métier essentiel dont on parlait tout à l'heure, c'est personnel, formé, qualifié, qui font le lien, qui préviennent le harcèlement, qui préviennent la violence. Et je veux dire que moi, il faut tout changer. Si on veut en finir sans être dans, à nouveau, un affichage, mais si on veut en finir, il faut sortir de cette logique sécuritaire qui n'a répondu à rien. Je veux le dire pour les personnes qui sont victimes de ces violences, mais plus profondément peut-être. Ça a été dit. L'éducation nationale est en crise. Il y a une crise du métier d'enseignant. Il y a une crise de sens de ce métier. Il y a une crise des vocations. Nous ne parvenons plus à recruter des enseignants. Il y a une crise des démissions. Les enseignants quittent le système éducatif. Et en effet, s'il n'y a pas un message extrêmement fort qui est apporté de soutien, d'investissement massif dans le service public d'éducation et de reconnaissance de l'ensemble des personnels, alors c'est des personnels qui seront en danger, des élèves qui seront broyés parce qu'ils auront commis le pire, mais c'est tout notre système éducatif qui peut s'effondrer. Patrick Stefanini lève la main. Oui, parce que je voudrais exprimer un double désaccord. D'abord, je suis très inquiet parce que vous avez posé la question de 2 solutions pratiques qui ont été mises en avant par le Premier ministre, les portiques et l'interdiction de la vente des armes blanches. Ouais. Et j'ai cru comprendre que ce soir, ces 2 solutions ne font pas l'unanimité, voire même sont rejetées par une majorité des participants. Mais moi, je voudrais dire ce soir ma conviction que dans un certain nombre de drames qui se sont produits depuis plusieurs années, s'il y avait eu des portiques à l'entrée du lycée ou à l'entrée du collège, on aurait repéré l'arme qui a provoqué, enfin, qui a permis le meurtre ou qui a permis l'assassinat. Donc, il faut regarder sérieusement la question, mais si on la balaye tout de suite, si on écarte tout de suite la solution du portique, moi je le dis ce soir, demain, ce qui est arrivé à nos gens pourra se reproduire. Deuxièmement, sur l'interdiction... À nos gens, c'est avant qu'ils rentrent dans le collège et en présence de gendarmes. Je suis d'accord, mais dans d'autres circonstances, le portique aurait été utile. Deuxièmement, l'interdiction de la vente des armes blanches. Je voudrais dire ce soir, avec beaucoup de solennité, qu'aujourd'hui, dans notre pays, la vente de certaines armes blanches est interdite, notamment ce qu'on appelle les couteaux et les couteaux poignards, mais qu'il y a beaucoup d'autres armes ou beaucoup d'autres ustensiles qui peuvent devenir des armes par destination et dont la vente n'est pas interdite aux mineurs. Je considère donc, pour ma part, qu'on a besoin de prendre une mesure supplémentaire dans ce domaine et que l'orientation choisie par le Premier ministre est la bonne. Et enfin, je voudrais revenir sur la question des moyens de l'éducation nationale. Attendez, on peut y revenir juste après parce que je voyais Maître Légar à côté qui voulait réagir aussi. Non, mais il y a, je crois, déjà, ce qu'il faut dire, et ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur, c'est que depuis une dizaine d'années, la délinquance des mineurs, elle a quasiment été divisée par 2. Je veux dire, on diffuse beaucoup l'information très inquiétante selon laquelle ça serait de pire en pire. C'est pas de pire en pire, c'est de mieux en mieux. Oui, mais et bien, en revanche, sur les actes notamment d'homicide, on est sur quelque chose en réalité qui est assez stable, qui est autour de 10% de l'ensemble des homicides commis en France, un peu moins de 10% qui sont commis par les mineurs, et c'est relativement stable. Ce que je veux dire par là, c'est que la question qu'on se pose n'est pas nécessairement la recrudescence
de ces actes-là, mais plutôt le regard qu'on y porte. C'est-à-dire que la société, et tant mieux, devient de plus en plus sensible à cette violence-là et a de plus en plus envie de trouver des solutions, alors que quand même ça baisse. Enfin, pardon, mais là, on va vous dire, mais dans quel monde vous vivez, maître? Dans un monde d'angélisme, pardon, mais quand on voit ce qui s'est passé, quand on entend tout à l'heure le témoignage de Stéphane Voirin, je peux vous signaler Elias, Lorraine, etc., tous ces prénoms qu'on a en tête. Et ce que je répondrais, c'est que je vis dans un monde dans lequel je regarde le réel à travers les chiffres et pas à travers la perception médiatique qu'on veut bien en donner. C'est-à-dire que si la délinquance des mineurs baisse, je ne vais pas venir vous dire qu'elle augmente. Si je vois que la Terre est plate, ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Non, mais sauf que quand vous dites que la délinquance des mineurs baisse, on l'a dit et répété plusieurs fois ce soir, vous oubliez la deuxième partie de la problématique et qui nous réunit ce soir en réalité. C'est que les actes violents, homicides, tentatives d'homicide, etc., commis par des mineurs, eux, sont en augmentation assez nette. Et il est là tout le sujet en réalité. Mais cette augmentation, elle reste, elle est liée au fait que la délinquance générale baisse. Mais le pourcentage d'homicides commis par des mineurs, il est stable sur les 10 dernières années. Il est d'un peu moins de 10%. C'est ça que je vous dis. Et que donc, ce qui est intéressant et ce qui est, à mon avis, central dans notre débat, à travers ce regard qu'on porte sur cette violence-là, c'est de se poser la question de la manière dont on veut y répondre. Ce que nous dit ce monsieur depuis tout à l'heure, c'est plus de répression. Il faut les punir plus fort. Il faut les envoyer 2 fois plus en prison. Ou, proposition qui a été faite, il faut les envoyer tout de suite en prison au premier acte, quel qu'il soit, même si c'est un acte qui est de faible importance. C'est-à-dire Non, c'est une des propositions qui a été faite. C'est moi qui ai porté la proposition, qui ai retranscrit la proposition notamment de Gérald Darmanin. C'est-à-dire la prison comme seule méthode de réflexion de la manière dont on peut prévenir ce genre d'acte. Et ce qu'il faut rappeler, et encore une fois, c'est un regard réel sur la société qui est la nôtre. Les prisons aujourd'hui sont criminogènes. Elles provoquent le fait de causer des infractions plutôt que de le prévenir. On a une surpopulation carcérale. On a un manque de moyens énorme en prison, et notamment sur l'accompagnement psychologique. Vous parliez tout à l'heure du manque de magistrats pour les mineurs. Plus important encore, les éducateurs de la PJJ, protection de la jeunesse, judiciaire de la jeunesse, qui sont 150 000 jeunes dont on a besoin de s'occuper, seulement 5 000, qui sont absolument débordés. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on met des moyens en œuvre à l'école, judiciairement, pour empêcher que ça recommence. On vous l'a dit, et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, mettre une infirmière scolaire, un psychologue dans un établissement, ça coûte moins cher que de mettre un portique. Que d'installer les portiques. Patrick Stefanini. Oui, je voudrais dire 2 choses très fortement. Il y a un consensus ce soir pour dire que la société française est plus violente et que la part des mineurs dans les actes violents augmente. Sur l'affaire des homicides, je voudrais dire avec beaucoup de clarté... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus pour dire que la société française était plus violente. Attendez. Sur les homicides et sur la part des mineurs dans les homicides, on est passé de 3% en 2016 à 8% en 2024. Moi, j'appelle pas ça la stabilité, j'appelle ça quasiment une multiplication par 3. Et dans ce contexte-là, je suis obligé de rappeler que la société française dans son ensemble, depuis une 50aine d'années, a baissé la garde. En 1965, il y a 60 ans, la part des dépenses régaliennes dans le PIB, c'était 6%. 6%. Aujourd'hui, c'est 3,5%. Ça veut dire que la part que la société française consacre aux dépenses de sécurité a diminué de manière très substantielle depuis 60 ans. Eh bien, aujourd'hui, nous en payons le prix. Alors, je voudrais maintenant revenir... Il faut que la parole tourne. Patrick Stefanini. Vous m'avez coupé la parole sur les moyens de l'éducation. C'est pas mon genre. Vous m'avez coupé la parole sur les moyens de l'éducation. On va reparler, je suis conscient... Patrick Stefanini, s'il vous plaît. Je termine. Il faudrait juste terminer ce que j'ai à dire. Pour conclure, là. Je suis conscient qu'il y a des besoins dans l'éducation nationale. Je voudrais juste rappeler ce soir que les effectifs scolaires vont diminuer dans les années qui viennent. Et le mouvement est déjà enclenché. Donc, en maintenant les effectifs aujourd'hui dans l'éducation nationale, on améliorera, si j'ose dire, la qualité du service. Najat Vallaud-Belkacem, vous voulez répondre à ça ? Bah oui, je veux bien répondre parce que précisément comme on fait tous le constat d'une insuffisance ahurissante de moyens,
ne surtout pas utiliser la baisse de la démographie scolaire pour faire des économies sur le nombre d'enseignants ou de personnel non enseignant. Ce n'est pas ce que j'ai dit maintenir les moyens. Ah, mais qui au gouvernement actuellement parle de maintenir les moyens? Enfin, je vous rappelle que le Parlement a imposé, enfin les forces de gauche en l'occurrence au Parlement ont imposé au gouvernement de ne pas réduire les moyens de l'éducation nationale, mais sinon l'intention était bien de les réduire. Et c'est ça le sujet, c'est que depuis quelques années, malheureusement, on fait des économies à courte vue et qui se traduisent, comme on le dit ce soir. Véronique Febvre avec nous également. Véronique, notre spécialiste éducation. Je ne sais pas où sont les micros. Vous qui êtes branchée en permanence sur les profs et sur le monde de l'éducation, comment ça a été accueilli, les propositions qui ont été faites cette semaine, notamment du côté du Premier ministre, du Président de la République, l'interdiction de la vente de couteaux, les portiques de sécurité. Dans d'autres rapports, il était dit qu'il fallait augmenter notamment la vidéosurveillance autour des établissements scolaires. Comment ça s'est accueilli ? Ce n'est pas les propositions qui sont attendues clairement par le terrain, surtout les portiques, parce que clairement, ça pose de vrais problèmes d'organisation, avec des risques d'attroupement. Le fait que, vous le voyez bien, dès qu'un portique détecteur de métal sonne dans un aéroport, ça retarde tout le monde. Vous avez des établissements qui ont peut-être 300 élèves, comme l'établissement de Nogent, mais vous en avez qui ont 1000, 2000 élèves, donc ça n'est pas gérable. Donc, ce n'est pas clairement ce que les personnels attendent. On pourrait peut-être aussi penser à des choses peut-être qui coûtent un peu moins cher. Bon, certains spécialistes de la sécurité me disent qu'il y a aussi, si on a un doute, et pourquoi pas avoir des détecteurs portatifs, ça existe. Enfin, des choses qui soient beaucoup plus légères. Il y a une vraie question aussi de la question de qui gère la sécurité dans les établissements scolaires. On l'a vu, on a des assistants d'éducation qui sont des personnels précaires. Dans certains établissements, je pensais justement à la Seine-Saint-Denis, vous avez des établissements où vous avez des APS, des assistants de prévention et de sécurité qui sont des personnels un peu plus capés justement pour gérer les questions de sécurité. Il y a une demande de personnel. Assistants de prévention et de sécurité, plus d'assistants d'éducation. Les infirmières scolaires, c'est le gros besoin. Parce qu'un ado, quand il va mal, il ne sait pas forcément qu'il va mal. Il a mal au ventre, il a mal quelque part. Et c'est de là qu'on va commencer à pouvoir creuser. Sauf qu'il n'y a pas d'adulte pour écouter, effectivement, c'est compliqué. C'est vrai que cette solution sécuritaire, en fait, c'est une solution qui est réactionnelle et qui ne travaille pas sur le fond et la prévention. Vous avez bien dit réactionnel et pas réactionnaire. Exactement. Vous savez, la santé mentale, on l'a longtemps mise de côté. Il y a eu une prise de conscience au moment du Covid. On sait faire quand il y a une épidémie. Quand il y a une épidémie de Covid, on a fait de la détection, du dépistage. Quand il y a eu des épidémies de rougeole, d'oreillon, rubéole, et la vaccination, c'était obligatoire. Un enfant, pour qu'il puisse aller en collectivité, pour qu'il puisse partir en colonie de vacances, il faut qu'il soit vacciné. On a tous amené nos enfants les premiers mois après leur naissance, puis ensuite tous les 6 mois, puis les années qui ont suivi chez le pédiatre. Eh bien, il faut faire exactement pareil avec les professionnels de santé mentale. Parce que lorsqu'on passe à l'acte de façon aussi violente, c'est rarement des projets on-off des enfants qui décompensent comme ça d'un point de vue psychiatrique. Évidemment, il peut y avoir des problèmes sous-jacents, pathologiques, biologiques graves. Mais si on pouvait mettre dans la boucle, dans le soin que nous apportons à nos enfants et aussi l'écoute que nous pouvons apporter aux parents, les conseils, la détection des violences intrafamiliales, des addictions aux réseaux sociaux, au porno, très précocement, je pense qu'on aurait au niveau de la santé mentale une carte à jouer au niveau de ces enfants qui sont en perte de repères, en perte de contrôle et qui sont finalement privés de libre arbitre, d'esprit critique parce qu'ils sont exposés à des violences en continu sans qu'on puisse s'en apercevoir. Je vous redonne la parole dans un instant. Je voulais qu'on accueille à nouveau Lisa Adef pour les questions des Français justement autour de ce thème. Et ça va rejoindre ce que vient de dire Johanna Rosenblum. Oui, parce que j'ai eu l'occasion aujourd'hui de rencontrer Gabriel, 15 ans, qui est en classe de seconde. Durant toute sa scolarité, il m'a confié n'avoir jamais eu l'occasion de rencontrer de psychologue scolaire. Il aurait aimé quelquefois. Donc Gabriel a une idée, une suggestion pour améliorer la santé mentale des jeunes. Je pense que ce serait bien qu'il y ait des rendez-vous obligatoires chez le psy au collège. Ça pourrait être intéressant. Je ne pense pas que les adolescents diraient forcément ce qu'ils ont sur le cœur, mais je pense que ça pourrait déjà aider et que ça pourrait faire avancer les choses peut-être. Des rendez-vous obligatoires chez le psy. Là, je me tourne vers la psy.
Oui, oui, comme chez le dentiste, comme, comme ce qui avait été mis en place, le programme MT Dents, comme, comme les vaccins, les vaccinations obligatoires, comme on surveille la courbe de croissance, l'alimentation, le développement langagier des enfants, la marche, et ainsi de suite, et ben, surveiller le développement psychique des enfants. Maxime Pad voulait réagir. Prof de lycée, prof d'histoire. Hein. Prof d'histoire en lycée, oui. Ça, je suis d'accord sur le fait que depuis quelques années, on a de plus en plus affaire, en tout cas moi je le vois dans mes classes, à des jeunes qui sont tristes. Je me faisais la réflexion tout à l'heure, et c'est pas la première fois que je me la fais aussi, j'en parle avec les collègues, où je trouve que depuis quelques années, vous voyez, ça me vient comme ça, parce que j'essaye toujours dans un cours à la fois la rigueur du cours, mais aussi voilà, d'humainement, il y a quelque chose, on rigole, mais je trouve qu'on a affaire à des jeunes qui rient un peu moins. En fait, quand par exemple le prof fait une blague, etc., ils s'observent davantage et puis ça rime moins généreusement qu'à une période. Pourtant, ça fait 11 ans que je suis prof, j'ai pas une grande expérience, mais c'est quelque chose que je vois ça au quotidien. Donc, les renfermements aussi, de plus en plus d'élèves qui se renferment sur eux, qui discutent moins ensemble. Il y a moins de cohésion. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, aujourd'hui, hein, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces élèves-là? Vers où vous pouvez les orienter? Déjà, on va essayer de faire en sorte que dans la classe, il y ait une meilleure communication entre les élèves, parce qu'on a affaire à souvent des groupes dans les classes, en fait. Avec les spécialités, ça ne s'est pas arrangé, puisqu'en fait, chacun fait sa spécialité, donc on n'a plus forcément avoir à des groupes classes tous ensemble qui passent la journée ensemble. Et donc ça, c'est compliqué. Donc nous, on le fait, on essaye de mettre en lien, oui, quand il y en a, les CPE, les psychologues, enfin voilà, on essaye de faire, mais ce n'est pas évident. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on parle beaucoup des enseignants. Nous, notre métier, c'est d'enseigner, d'apporter de la connaissance. Là, on parle toujours des solutions, mais les solutions derrière, c'est toujours les enseignants qui portent. Alors moi, j'aime mon travail, je continue à l'aimer et à le porter, mais j'ai pas envie d'avoir une démultiplication des missions qui me soient allouées en permanence, avec peut-être une diminution des effectifs dans les classes qu'on va voir. Mais pour l'instant, j'ai toujours 35 élèves dans ma classe à gérer quotidiennement, avec 5 classes sur une année, donc ça fait 150 élèves. Ce que vient de dire Maxime vous fait réagir, Stéphane Voirin. Oui, effectivement. Vous avez un boulot ingrat où c'est difficile de plus en plus et où l'humain disparaît de plus en plus. Vous avez des tâches annexes qui vous prennent de plus en plus de temps et qui vous empêchent de vous concentrer sur ce qui devrait être votre boulot, tout simplement préparer vos cours et passer du temps avec vos élèves. Oui, c'est effectivement ce que disait Agnès. Elle passait 90% de son temps de vie au boulot. Et c'était pour traiter des problèmes administratifs, des problèmes qui n'avaient rien à voir avec son travail, qu'il fallait faire, certainement, mais qui était extrêmement chronophage. 1h15 pour entrer 35 notes sur Scolinfo. Je sais, c'est dépassé Scolinfo, mais 1h15 quand même. Et elle avait, comme vous, 5, 6, 7 classes. Imaginez la perte de temps, juste pour entrer des notes. Le meurtrier d'Agnès était suivi par un psychiatre. Ça ne l'a pas empêché de passer à l'acte. C'est terrible. Nous sommes tous d'accord, nous avons du mal à trouver des solutions parce que déjà, nous ne savons pas où chercher. On ressemble à des pompiers en train d'essayer d'éteindre un feu qui commence à apparaître avec des moyens, on ne sait pas lequel utiliser. Mais il y a des choses à faire, déjà des mesures conservatoires, des mesures de sauvegarde pour nous, les vivants, parce que les morts, malheureusement, on ne peut plus rien pour eux. Comme quoi, comme mesure? Peut-être des contrôles. Peut-être, mais c'est pas non plus le boulot à temps plein. Je suis désolé. Et la sanction aussi, ça ne résout rien. La sanction, attention, c'est terrible en prison. Mais bon, dites à un gamin, t'as fait une connerie, c'est pas bien, t'as qu'à aller au coin, et de pas le sanctionner, il y a meurtre. Vous allez lui dire ça? Pourtant, on est passé à ça la semaine dernière. 24 mois. Retenez, 24 mois. Au bout de 24 mois, un mineur est remis en liberté si la procédure n'atteint pas un stade suffisamment mûr dans son avancement. La personne qui a tué Mélanie dans 24 mois, quelques jours après la prochaine présidentielle, il y a des chances qu'elle soit remise en liberté, sous anonymat, parmi vous, sans même que vous le sachiez. Si jamais elle est défendue par un bon avocat, qui traîne un peu des pieds, qui dépasse ses 24 mois. Voilà.
nous sommes passés à ça la semaine dernière. Merci Stéphane. Lisa, on a une autre question ce soir. Oui, vous avez évoqué, Maxime, tout à l'heure, l'une des pistes envisagées est la limitation de l'accès aux réseaux sociaux. Le président l'a dit, au moins de 15 ans. Ils ont donc le même âge, ces jeunes hommes que vous allez entendre, Julien et Mayol. Ils ont 14 ans, ils sont élèves en classe de 3e, ils sont dans le même collège, dans la même classe. Ils font face à la même violence au quotidien, aux mêmes images sur les réseaux sociaux. Mais pour eux, c'est aux parents d'avoir des règles et non pas aux enfants. Je trouve ça un peu débile de nous couper tout directement. À la limite, obliger en quelque sorte les parents à nous mettre un temps d'écran ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Ils ne devraient pas mettre des règles comme ça pour tout le monde. Ça devrait être plus le téléphone qui est interdit avant un certain âge. Parce que moi, quand j'étais petit, je me plaignais, j'avais pas de téléphone alors qu'il y en avait qui en avaient. Mais maintenant, je me rends compte que c'est mieux parce que je vois, il y en a qui font 16 heures de temps d'écran, tout ça. Et c'est pas bien parce que ça détruit le cerveau. Après, on peut plus travailler. Donc, je pense que ça devrait pas être une règle pour tout le monde, mais plus une règle pour les parents. Alors, vous êtes plusieurs à lever la main. Najat Vallaud-Belkacem. Oui, merci, mais je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Il faut qu'on avance. Il faut répondre à ce thème-là. Ok, très bien. Non, mais ce thème-là, enfin, moi, c'est... Juste avec une proposition toute bête, mais qui est visiblement reprise aussi par... On interdit la vente de smartphones aux moins de 15 ans ? Moi, je trouve que c'est assez intéressant comme mesure. Oui, oui. Non, mais de toute façon, moi, je ne crois pas au libre arbitre en la matière. Si vous voulez, c'est un débat qu'on peut avoir, on prendrait toute la soirée, mais tous ceux qui disent, mais enfin, chacun se gère, et puis de toute façon, si ce n'est pas les enfants eux-mêmes, les parents devraient pouvoir les gérer, etc., ne tiennent pas compte du fait qu'en face, nous avons affaire à des entreprises, les GAFAM, qui se comportent comme une mafia, avec des algorithmes qui sont conçus pour nous retenir le plus longtemps possible sur ces outils numériques. Et pour ce faire, ils déploient ce qu'il y a de plus trash possible, car c'est le trash qui se fait viral et qui vous fait rester. Et pourquoi ce mécanisme de rétention? Parce que c'est ce qu'elles vendent aux marques. En fait, c'est ce que les GAFAM vendent aux marques. Elles leur disent, nous, les internautes, on va les garder très longtemps, donc vous pouvez mettre des pubs et on va vous les faire payer très cher. Donc on est les dindons de la farce, nos enfants tout particulièrement. Et c'est le trash qui fait notre quotidien maintenant dans ces outils numériques. Oui, pourquoi pas, on interdit la vente de portables aux moins de 15 ans. Évidemment qu'il faut préserver les enfants. Antonin Marin, vous voulez réagir là-dessus? Moi, je ne crois pas à ces mesures. Et quand on parle de mesures répressives, et monsieur en parlait tout à l'heure, j'ai du mal à y croire, en fait, et à croire que c'est possible. Parce que je sais qu'interdire, ne serait-ce les réseaux sociaux à 15 ans, c'est impossible. Mais pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont en responsabilité politique pour mettre en place des politiques ne comprennent pas les algorithmes. Ils ne les comprennent pas. Et tant qu'ils ne les comprendront pas, il n'y aura rien à faire. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? La logique des algorithmes, ce que vient d'expliquer Mme Najat Vallaud-Belkacem. Qu'il y a une logique commerciale derrière, qu'il faut comprendre les algorithmes, et les algorithmes sont faits par des entreprises privées étrangères, et elles ne sont pas gérées. Mais précisément, Najat Vallaud-Belkacem arrive à la conclusion de dire, donc il faut éventuellement interdire les smartphones aux moins de 15 ans. Vous semblez dire le contraire. Mais il y aura toujours un moyen de se procurer un smartphone, en réalité. Mais sauf que ça peut envoyer un signal, notamment aux parents. Aujourd'hui, la vie sociale des jeunes se déroule sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas changer grâce à cette loi. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas. Frédéric Claus, d'abord, ensuite Anne Gente. Frédéric Claus, pour le syndicat des commissaires. Moi, je pense que on met le doigt sur un enjeu majeur. Les concepteurs des nouvelles technologies dans la Silicon Valley, Steve Jobs avant de mourir, ces enfants, ils n'étaient pas en permanence sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils savent, et je rejoins ce que dit Madame la Ministre, que les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Pas neutres au niveau financier des intérêts, pas neutre au niveau de la destruction cognitive de nos adolescents. Alors on ne peut pas dire il n'y a rien à faire. Et puis il faut arrêter, c'est comme prévention-répression. On a besoin d'un discours mesuré. On a besoin de prévention, on a besoin de répression. Bien sûr qu'il y a des formidables opportunités de socialisation avec les réseaux sociaux. Vous connaissez la figure de Janus, ce dieu romain. Mais également, ça peut être aussi un danger public d'esclavage numérique. Et évidemment, pour des adultes que nous sommes, nous allons profiter des potentialités, notamment celles de l'intelligence artificielle, mais pour des gamins qui ne sont pas formés, mais qui sont déformés dès le plus jeune âge, mais c'est destructeur. Mais donc vous, policiers, vous dites, écoutez, on fera respecter la loi, on est prêt à faire respecter cette loi-là. Mais il va falloir le faire. Je vous dis, les concepteurs des nouvelles technologies limitent le temps d'accès et limitent les tablettes pour leurs enfants.
ça veut dire quoi? Ça envoie un signal. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que c'est négatif. Il y a une éducation, il y a une gradation et il y a un risque. Il y a un risque d'esclavage numérique. Il y a des potentialités extraordinaires dans la médecine, dans plein de choses. Il y a un risque. Regardez nos adolescents autour de nous. Ils ne parlent plus, ils lisent plus. Ce que vous disiez, monsieur, en disant ils sont bien souvent tristes, etc. Mais vous le voyez, il y a une économie de l'attention, c'est jusqu'à 9 secondes. Et après, on est stimulé, restimulé. C'est des troubles cognitifs aussi sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Il se trouve que ce matin, on interviewait dans le cadre de la commission d'enquête sur l'effet de TikTok sur les mineurs, les responsables de la régie publicitaire et de la plateforme TikTok Shop, je crois, elle s'appelle. Ouais. Et c'était intéressant de les écouter. En effet, il y a clairement, ces plateformes sont conçues pour enfermer les utilisateurs, mineurs ou pas d'ailleurs. Nous sommes également, ça a été dit en tant qu'adultes, victimes de exactement la même chose. Donc la difficulté avec ces réseaux-là, c'est qu'on voit bien que c'est le contenu qui pose problème et la manière dont ils sont conçus pour pouvoir nous enfermer et nous emmener notamment sur des actes d'achat irrépressibles, par exemple. Et c'est souvent ça qui est cherché. D'ailleurs, c'est très bien décrit par l'heure des prédateurs. Quel lien vous faites avec le thème de la soirée, la violence des jeunes? Justement, il faut faire attention parce que dans le cas qui nous intéresse, et je crois dans plusieurs des cas, attention, la question qui est tournée tout à l'heure, c'était de savoir quels moyens nous pouvons déployer pour déceler le risque de passage à l'acte. Les réseaux sociaux peuvent être un élément. Il faut de toute façon se poser la question de l'écran d'un côté. Pour le smartphone, par exemple, au Japon, on a des téléphones qui ne font que téléphoner pour les enfants et il n'y a rien du tout dedans. On peut aussi avoir un téléphone pour des raisons de sécurité, mais pas du tout avec des applications dedans. Comment est-ce qu'on donne accès aux applications? Il y a une question de contrôle. Il existe des outils pour pouvoir contrôler l'accès à ces plateformes. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout mis en œuvre et l'audition de ce matin le démontrait qu'en fait, le contrôle de l'âge des utilisateurs de TikTok est une vaste fumisterie. C'est absolument pas fait convenablement, pas du tout. Donc, comment on peut contrôler le contenu qui est proposé? Comment on peut contrôler l'accès? Il existe des outils pour le faire. Et évidemment, dans tout cela, il faut également associer les parents parce que je suis tout à fait d'accord. C'est assez spectaculaire de voir que nous sommes, moi j'ai découvert cet environnement-là, nous sommes à des années-lumière de comprendre ce que les jeunes utilisent tous les jours. À des années-lumière. Et en même temps, c'est un outil de socialisation pour eux. Quand je crois, on ne peut pas leur enlever complètement. Et ça peut être un outil malgré tout utile. Il existe aujourd'hui des enseignants qui se servent de ces outils pour faire du soutien scolaire. Et ça marche très bien. Donc on en revient à comment on peut contrôler l'utilisation et le contenu de ces plateformes pour éviter un enfermement dans une bulle qui peut conduire au suicide pour certains, au meurtre pour d'autres, en tout cas à des comportements qui sont destructeurs. Abel Boyer, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Je suis tout à fait d'accord, mais on en revient, je le redis pour la 10e fois, et ça a été dit, à la prévention, l'éducation au numérique. C'est un petit peu toujours la même chose. L'interdiction, est-ce qu'il faut le faire? Personnellement, je n'ai pas de réponse, mais comme vous l'avez dit, ça va être impossible d'interdire à des jeunes de se procurer des téléphones portables. Quand on parle aussi de l'interdiction d'accès à certains sites, il y a eu notamment 2 sites interdits aux moins de 18 ans dont l'accès est interdit. Les jeunes passent par des VPN qui permettent de contourner les interdictions. Voilà, exactement. Et des jeunes, pareil, bien en dessous de l'âge de 15 ans. Mais vous ne croyez pas, pardon, je reprends cet argument-là, qui était l'argument donné en première partie par le préfet Nunez, de dire, mais peut-être que ça envoie un signal et que, ne serait-ce que ce signal-là, aussi à destination des parents. Alors, ça peut être une aide. Faisons, on ne va pas rester sans rien faire et ça peut être intéressant pour les jeunes qui n'ont pas encore basculé. Mais la problématique, c'est que pour ceux qui sont déjà trop loin, c'est triste de le dire, mais c'est déjà trop tard. Moi, je vois sur le terrain, il y a des jeunes qui sont irrécupérables, malheureusement, qui sont minoritaires, bien entendu, mais qui sont assez nocifs pour pouvoir influencer d'autres jeunes. Donc, moi, j'ai des jeunes dès l'âge de 13 ans qui me disent « TikTok, c'est toute ma vie, je ne peux pas vivre sans TikTok ». Comme vous l'avez dit, il y a une dépendance numérique, il y a une dépendance psychologique, voire psychique, avec des jeunes quand vous leur enlevez le téléphone portable, qui font des crises de nerfs. Il y a une chose sur laquelle je ne vous ai pas interrogé tout à l'heure, et je voulais vous entendre. On parlait des courtes peines, tout à l'heure avec Paul Vannier, qui est l'idée mise sur la table par le ministre de la Justice, qui est de dire peut-être qu'enfermer 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, à la première incartade, ça peut couper un jeune dans son élan délictuel, c'est-à-dire. Je vous vois hausser les sourcils. Je ne suis pas sûr. Vous savez, vous n'y croyez pas? Sur Internet, il y a un message aussi qui est très machiste, très masculiniste.
et qui gangrène la pensée de beaucoup de nos jeunes. Donc la prison, la peine, la garde à vue, pour certains des jeunes, c'est une médaille presque en fait. Vous avez aussi certaines musiques qui encouragent cela, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui grandissent, dans l'idée qu'un homme, c'est quelqu'un qui peut être violent potentiellement, c'est quelqu'un qui peut porter une arme, c'est quelqu'un qui peut avoir sa bande de potes, qui peut nuire aux autres. Donc le problème, c'est comme je le disais un petit peu tout à l'heure sur le premier plateau, on a perdu le sens de la sanction. Parce que la sanction, elle doit être répressive, elle doit être rigoureuse, mais elle doit donner aussi un enseignement pour permettre à la personne de devenir une meilleure version d'elle-même. Et on a perdu ce sens-là. Mais comment on fait ça? Comment on recrée ce cercle-là, ce cercle vertueux? Vous voulez dire que Non, mais attendez, allez-y, on donnera la parole à Mme Jeuneté juste après. Repartir par la prévention, je répète encore la même chose, prévention, prévention, prévention. Mais dans la prévention, je pense que là où nous ne sommes pas bons, c'est nous arrivons trop tard, et deux, nous n'allons pas assez en profondeur dans les sujets que nous abordons avec les jeunes. Déjà, il y a une disparité d'un territoire à l'autre. Vous avez beaucoup de territoires où les sujets sont abordés d'une façon très superficielle. Quand on parle de l'utilisation d'Internet, aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes pour qui regarder une vidéo de décapitation, c'est de la normalité. Regarder une vidéo de meurtre, des cartels mexicains, colombiens qui filment leurs exécutions, c'est de la normalité. Mais il faut qu'on puisse aller au fond des sujets. Moi, j'ai pu être témoin de beaucoup d'actions jeunesse où les jeunes rigolaient à la fin parce qu'on n'allait pas au fond des sujets. La réalité, c'est que lorsque l'on va au fond des sujets, on explique aussi le sens de la sanction. Dans la prévention, on prévient que la sanction peut arriver et quel est le sens, quel est le mal aussi que les jeunes se font, notamment sur le plan psychologique, voire psychique. Donc, la racine pour moi, et je le redis pour la 20e fois, c'est la prévention. Najat Vallaud-Belkacem, ensuite Anne Jeuneté. Oui, merci beaucoup, mais vraiment un peu de mots. Quand vous disiez, ça paraît très compliqué d'empêcher les jeunes de moins de 15 ans d'aujourd'hui d'avoir accès à des téléphones portables. Évidemment, parce que ce sont ceux d'aujourd'hui qui sont déjà complètement dedans. Mais quand on parle de prévention, on parle de ceux à venir, en fait. On parle bien de l'amont. Et en fait, depuis tout à l'heure, je trouve que à chaque fois qu'on dit le mot prévention, on continue à parler de jeunes qui ont déjà commis des actes ou qui sont déjà noyés dans le numérique. Sauf à vous. Il faut aller en amont. Vous, en effet. Donc, je voudrais redire que c'est vrai avec le numérique, donc il faut que ça s'adresse à la génération qui vient, et c'est vrai avec tout ce qu'on est en train de se dire sur prévenir tous ces troubles de santé mentale qu'on connaît chez les jeunes. Par exemple, parlons un peu de la façon dont la jeunesse d'aujourd'hui, y compris dans son rapport à l'école, à l'éducation, dans l'hypercompétitivité, dans l'isolement que ça peut créer en elle, dans le harcèlement scolaire qu'elle peut subir et qui peut être la cause après aussi de réactions qu'on retrouve chez certains. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, par exemple, 75% des tueries de masse commises dans les établissements scolaires sont le fait d'élèves qui ont été harcelés eux-mêmes ou qui se sont sentis rejetés par leur communauté scolaire. Tout ça doit nous intéresser, donc nous donner en filigrane les sujets sur lesquels nous devons axer notre prévention. L'école doit être plus inclusive, elle doit mélanger les élèves, sortir de la ségrégation socio-scolaire, arrêter toutes les histoires de classes de niveau, d'établissements spéciaux pour décrocheurs, etc., où on constitue justement les bandes que monsieur était en train d'évoquer, qui vont développer une culture de la contre-culture scolaire, la culture du ressentiment, etc., et du « je suis encore plus dur que je ne le suis naturellement puisque vous m'avez désigné comme tel ». Donc voilà, c'est ça la prévention. Vous aviez dit en peu de mots, Najat Vallaud-Belkacem. Non, mais c'est juste pour revenir à ce que c'est que la prévention. Anne Jeuneté, et ensuite Patrick Stefanini. Alors, s'agissant de la prévention, je voudrais quand même saluer, parce qu'on a aujourd'hui à la fois des enseignants, des associations qui interviennent dans nos écoles et qui font déjà un travail de prévention. Sans doute n'est-il pas suffisant, sans doute peut-il être évidemment amplifié, mais je veux les saluer. J'avais moi-même assisté à une séance de prévention en école primaire, c'était dans une classe mixte CE2, CM1, pour l'utilisation des écrans. Et là, j'étais assise à côté d'un petit garçon qui expliquait que le week-end, en termes d'écran, il utilisait un écran 8 heures par jour, parce que son père jouait aux jeux vidéo et qu'il devait accompagner son père. Donc on voit qu'il y a déjà, je veux saluer le travail qui est fait. Il faut peut-être encore une fois l'amplifier, mais il existe. S'agissant de la sanction derrière, attention, je voudrais vraiment aller très en amont. Aujourd'hui, il y a des chercheurs, je pense
pense notamment au chercheur français Jean-Pierre Bellon qui a beaucoup réfléchi au sujet, et à d'autres intervenants, je pense à des chefs d'établissement qui ont fait des travaux expérimentaux très intéressants. On a aussi aujourd'hui dans nos écoles des échelles de sanctions qui sont différentes sur les établissements scolaires. Et ce qui est important, c'est aujourd'hui, beaucoup plus que le niveau de la sanction, c'est la certitude de la sanction. C'est le fait que j'ai fait une sortie de route, je sais que de toute façon une sanction va tomber. Et surtout, à l'école, il faut que ces sanctions soient homogènes sur le territoire national, que j'ai pas une sanction. Quand je grille un feu rouge à Paris, j'ai la même sanction que je sois à Marseille ou à Paris. Il faut que ce soit la même chose à l'école et qu'il y ait une certitude et qu'elle soit proportionnée et qu'elle soit toujours comprise par l'élève vers lequel elle est prononcée. Patrick Stefanini. Oui, je voudrais dire d'abord que s'agissant des réseaux sociaux, la responsabilité première, c'est celle des parents. Poser des limites, apprendre à un enfant à gérer ses frustrations, c'est d'abord la responsabilité des parents. Deuxièmement, on nous a expliqué ce soir, et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, qu'il y a des algorithmes qui manipulent tout ça. Donc les parents, quelque part, ils ont besoin d'être accompagnés dans la responsabilité qui est la leur. Et cet accompagnement, c'est le législateur qui doit intervenir. Et sur ce point, donc, ça vous surprendra peut-être, mais je rejoins la proposition de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Et donc interdire à la vente les smartphones pour les moins de 15 ans. Pauline Revenat. Moi, c'est plutôt un témoignage de parents. Je me dis que nous, les parents... Vous êtes chef du service police-justice de BFM TV et parents. Mais mère de 3 enfants. Et je me dis qu'à tous nous entendre ce soir, on a sans doute raté des virages. Ouais, et que l'intelligence aujourd'hui, ce serait collectivement de trouver des solutions ensemble parce que nos enfants, les miens, ils ont entre 9 et 15 ans. Et effectivement, il y en a pour qui c'est un peu trop tard. Et puis ceux qui sont plus petits, moi, j'ai encore envie de les sauver. Donc je me dis qu'il faut tous qu'on réfléchisse ensemble à des solutions, mais que nous, parents, on ne devrait pas... s'empêcher de penser et de se demander ce qu'on a raté individuellement, collectivement, dans la cellule familiale. Il y a beaucoup de facilité à laisser les écrans envahir la maison. Et peut-être que maintenant, il faut que ça passe aussi par une plus grande vigilance des parents. On peut nous éduquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il faut aussi nous-mêmes être vigilants. Vous avez tout écouté, Stéphane. Je vous laisse le mot de la fin. Je vais juste vous donner une anecdote. Vécu par Agnès qui a confisqué un portable un vendredi après-midi et elle avait la tête ailleurs, elle était pressée de me retrouver, elle est rentrée direct sans laisser le portable à la CPE. L'ennui, c'est que l'école n'avait pas nos coordonnées. L'école a été assiégée par les parents hystériques. Pendant tout le week-end. Pendant tout le week-end, pour récupérer ce foutu portable. Incroyable. Incroyable. Vous dites que là aussi, il y a peut-être du boulot à faire. Les parents, ils ont un rôle crucial. C'est Agnès Bosset dans l'enseignement national, transmettre un savoir ancestral. L'éducation, c'est l'affaire des parents. C'est leur job. Maintenant, c'est pas un job facile. Malheureusement, il y a des GAFA, il y a des addictions. Après, c'est au législateur d'avoir le courage d'agir et de prendre les décisions qui, normalement, ils doivent prendre pour nous tous. Pour nos enfants. Ils doivent avoir une vision suffisamment lointaine pour anticiper ce genre de choses. Là, nous agissons comme des pompiers à trouver une solution et encore, on ne sait pas encore où chercher. C'est ce que vous dites tout à l'heure. Merci beaucoup, Stéphane, en tout cas. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission ce soir, à cette soirée spéciale sur BFM TV. Je remercie Denis Girolami qui était à la rédaction en chef, Caroline de Peretti, Esteban, mais aussi Romain qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous d'avoir été fidèles à BFM. Merci au public qui était là également. Et je salue également Perrine Storm qui vous accompagne désormais sur BFM en direct. Bonsoir Perrine.